Après avoir été au cœur d'un conflit planétaire, le Laos est resté longtemps isolé du monde. Son territoire a été l'un des plus bombardés de la planète. Le Laos est aujourd'hui un écrin de nature et de sérénité. Toutes les rivières se jettent dans le Mékong. Le fleuve légendaire de l'Asie est surnommé la mer de toutes les eaux. C'est une artère essentielle pour les habitants du pays. Tout le monde tente d'en vivre, aventuriers, marchands, trafiquants ou chercheurs d'or. Le bateau de l'EUA est une longue pirogue de 20 mètres. C'est un vieux bateau qu'il vient d'acheter. Le Rafio a de l'allure. En tout cas, il porte les rêves de l'EUA et de toute la famille. Ensemble, ils remontent les vallées sauvages du Laos pour vendre leurs poteries et transporter tout ce dont les villageois des bords du fleuve ont besoin. L'EUA connaît bien les secrets du Mékong. Il n'y a aucun balisage sur le fleuve et les cartes n'existent pas. Pour naviguer ici, il faut avoir en mémoire chaque méandre, chaque colline et connaître les arbres qui permettent aux marins de se repérer. Je suis un homme du Mékong. Depuis ma plus tendre enfance, je vis au bord du fleuve. Toute ma vie s'organise autour du Mékong. Et ce sera comme ça, tant que je serai capable de naviguer et que je serai debout. Sous la chaleur écrasante, la mécanique s'essouffle vite. À tout moment, dans les courants et entre les rochers du Mékong, l'EUA doit pouvoir compter sur son moteur. En période de pluie, avec les crues, les rochers sont bien recouverts. La navigation est plus facile. Mais en ce moment, c'est la saison sèche. Les eaux sont basses. Et ça devient dangereux. Là, ce qui m'inquiète le plus, c'est mon moteur. S'il lâche, on va avoir des problèmes. Mais bon, ça va aller. Il va tenir, je l'espère en tout cas. Je n'ai pas peur. Sur les eaux sombres du Mékong, le bateau continue sa remontée vers le nord du Laos. Aucune piste ne traverse ces régions éloignées de tout. Le bateau est le seul et unique moyen d'atteindre les villages isolés du pays. Je suis content d'être arrivé. Je navigue depuis 8 heures du matin. Je vais enfin pouvoir me reposer. J'en ai vraiment besoin. De toute façon, on ne peut pas continuer, la nuit tombe. C'est dangereux. Dans les villages, l'arrivée des bateaux marchands est toujours un événement. Ce soir, l'EUA fait escale dans une petite communauté Kamou, l'ethnie des bords du Haut-Mékong. Les Kamou sont une des 60 minorités du Laos. Approchez, approchez. Venez acheter mes jarres. 15 000 kip la jarre. Si les villageois n'ont pas d'argent, ils ont toujours quelque chose à troquer. En quelques minutes, l'EUA va déballer et vendre ses marchandises. J'aime voyager. J'observe les paysages, c'est beau. J'aime débarquer dans des villages comme celui-ci. Partout où je suis chez moi, au bord du Mékong. Je me sens comme à la maison. Naviguer, c'est notre vie et c'est notre gagne-pain.
Tout le monde devrait respecter le Mékong. On ne devrait pas tout jeter dans le fleuve. L'eau du Mékong, c'est l'eau que nous buvons. Si personne ne protège le fleuve, il restera souillé. On devrait tous le respecter. C'est notre mère nourricière. Le fleuve existait avant nous. Il nous permet de vivre. Tout le monde ici devrait faire attention à lui. L'histoire de notre couple est belle. Nous sommes mari et femme, et nous allons partout ensemble. Nous avons confiance l'un en l'autre, et on s'aime tous les deux, et on aime nos enfants. Il n'y a aucun problème entre nous. Et dans notre famille, il y a beaucoup d'affection. J'aime cette vie que nous menons. Le Mékong est une légende. Il parcourt plus de 4500 km depuis les hauts plateaux tibétains jusqu'à son delta immense. Il traverse tout le Laos, le Cambodge et le Sud-Vietnam. Le Mékong caresse aussi les territoires de la Birmanie et de la Thaïlande. La vie de 70 millions de personnes dépend directement du 10e plus grand fleuve de la planète. Peng et son oncle Pao sont de vieux complices. Ensemble, ils ont bourlingué sur toutes les pistes du Laos. Leur outil de travail est un vieux camion russe, robuste et increvable. Aujourd'hui, ils chargent des bananiers. C'est ici qu'on vient s'approvisionner. On va apporter ces troncs à des éléphants. Moi aussi j'ai un éléphant. Le mien il est en fer. Et à la place des pattes, il a des roues. Et il peut aller à 120 km/h. L'éléphant est le symbole du Laos, appelé le pays du million d'éléphants. Une légende? Aujourd'hui, on en dénombre un peu plus de 800. La moitié d'entre eux est restée sauvage. Depuis plus de 4000 ans, l'éléphant d'Asie est domestiqué par les hommes. Les cornacs sont les maîtres des éléphants, seuls capables d'apprivoiser la puissance instinctive de cet animal impressionnant. Au Laos, aujourd'hui encore, ces géants de la nature sont utilisés pour les travaux en forêt. Chaque éléphant a sa personnalité. C'est un animal sensible. Il est capable de comprendre plus de 50 ordres. Peng et Pao arrivent à Sayaburi. Ils viennent livrer leurs bananiers au centre de conservation des éléphants du Laos. C'est un lieu unique en Asie du Sud-Est. Ici, au centre de conservation, une équipe vétérinaire soigne les animaux. Ils permettent aux femelles d'élever leurs éléphantaux durant les premières années de vie et d'échapper ainsi aux travaux forestiers. L'éléphant d'Asie est vulnérable. Son faible taux de reproduction en fait une espèce menacée d'extinction.
Au Laos, l'éléphant est surnommé le cousin des nuages, peut-être à cause de sa couleur, sans doute parce qu'il adore l'eau. Ce matin, Peng et Pao sont des visiteurs attendus. Ils amènent aux éléphants du centre leurs friandises préférées. Selon les croyances populaires et dans le cycle éternel de la réincarnation, l'éléphant est la dernière étape de la vie avant celle de l'homme. Pour nous, les bouddhistes, c'est un grand animal. C'est un animal sacré. On dit que le Laos est le royaume du million d'éléphants. Ils sont beaux. Ils sont majestueux. C'est une vie de liberté, sans contrainte. Si je veux, je peux rester un peu avec les moines. Personne n'est là pour me dire ce que je dois faire. Quand j'ai un chargement, eh bien, je gagne ma vie. Si je n'en ai pas, c'est pas très grave. Je ne dérange personne, au contraire. Elle est comme ça, ma vie de camionneur. Je vis au jour le jour. Et surtout, j'essaie de vivre au rythme de la nature et du temps qui passe. J'essaie de ne pas perturber les autres et que les autres ne viennent pas me troubler non plus. J'essaie de rendre mon cœur pur. Celui qui est bien avec lui-même finit par être bien avec les autres. Il se purifie, il s'améliore et il s'élève. Peng s'arrête souvent méditer. Depuis toujours, il est attiré par la vie des bonzes. Il aime cette vie de sérénité et de partage. La route est un héritage familial. Pour Peng, c'est même une vocation, presque une aventure spirituelle. À 1000 km plus au sud, Sohan vit au plus près des chutes de Konpapeng. Pour les pêcheurs du Mékong, ces chutes d'eau infranchissables forment une frontière naturelle entre le Laos et le Cambodge tout proche. Il y a des endroits très dangereux. Je n'ose pas y aller et personne n'y va. Je ne lance pas mon filet n'importe où, je ne fais pas n'importe quoi. Je ne pêche que dans les endroits que je connais bien. Je viens ici chercher de quoi nourrir ma famille, ce que la nature veut bien me donner. Depuis plus de 30 ans, Sohan lance son épervier dans les eaux turbulentes du Mékong. À l'extrême sud du Laos, à Konpapeng, les plus grandes chutes d'Asie du Sud-Est, des hommes bravent la peur pour pêcher. Éternel combat entre l'homme et le fleuve.
le nuage permanent. Voilà l'endroit où Sohan vient chercher de quoi subvenir à ses besoins. En saison des pluies, ici, le niveau de l'eau du Mékong peut monter de 2 à 3 mètres. Sohan doit donc s'adapter en permanence. Il lui reste quelques semaines avant que le ciel ne se charge de nuages alourdis par la mousson. Les grandes crues du fleuve ont lieu le 9e et le 10e mois de l'année. Ça monte très haut ici. À cette période, plus personne ne peut venir. Tout est inondé. Durant la saison sèche, il y a peu d'eau. Alors j'utilise d'autres techniques de pêche, comme les pièges à poissons. De toute manière, je pêche le minimum. Je prends juste ce qu'il me faut pour vivre. Sohan rejoint son village en pirogue en se jouant des courants du fleuve. Pour aller pêcher, il doit à chaque fois traverser le Mékong. Sohan ne possède pas encore de pirogue. Il dépend donc des autres pêcheurs et il doit les payer à chaque passage. Sohan a travaillé durant 20 jours pour construire cette pirogue. C'est son premier bateau. Il en est très fier. Cette pirogue va changer sa vie. Bientôt, il ne sera plus dépendant des autres pour traverser le Mékong. Mais avant la mise à l'eau, Sohan a rendez-vous avec les esprits du fleuve. J'amène des offrandes au chaman, le grand protecteur du fleuve, pour que les esprits protègent ma pirogue. Au Laos, le bassi est une cérémonie qui scelle le destin des hommes. Le chaman rappelle les 32 âmes que possède chaque être humain. Le bassi permet d'attirer à soi les influences positives des esprits. Il est très beau. J'aime ce bateau. Il a été bien construit. Il me plaît bien. Cela va faciliter ma vie. Je vais pouvoir aller là où je veux, quand je veux. Je ne vais plus dépendre des autres pour aller à la pêche. Je serai bientôt indépendant. Comme tous les pêcheurs de Kon Papeng, Sohan prend tous les risques au cœur des turbulences du fleuve pour rejoindre les zones poissonneuses. Tant qu'il n'aura pas acheté de moteur pour sa pirogue, Sohan devra braver les dangers du Mékong. Chaque jour, il cueille ce que le fleuve lui offre. Les hommes de Kon Papeng entretiennent des pièges à poissons, éphémères structures de bois installées dans les chutes d'eau durant la saison sèche. On pêche toutes sortes de poissons, des carpes, des poissons-chats, des silures. Quand il y a peu de poissons, je les garde pour manger et pour nourrir ma famille. Quand j'en attrape un peu plus, je vais les vendre. Ça permet d'acheter de l'essence et surtout je peux payer mes frais de pirogue pour traverser le fleuve. Dans la petite communauté des pêcheurs, les plus téméraires sont aussi les plus respectés. Ce sont les funambules de Kon Papeng. Face à cette nature indomptée, seule résonne la puissance du Mékong.
Sous l'œil admiratif de Sohan, Samyang défie les lois de l'équilibre. Le câble a été installé lorsque j'avais 12 ans. Aujourd'hui, j'en ai 50 et je continue à traverser tous les jours. C'est le patrimoine de ma famille. Il ne peut pas être utilisé par d'autres. Ce sont mes câbles et je ne conseille à personne d'y aller, c'est trop risqué. Si un accident se produit, je serai responsable. Le câble et moi, on ne fait qu'un. Le risque, c'est que le câble cède ou que mes mains glissent. Si je tombe, ma vie s'arrête. C'est très dangereux. Même si les pêcheurs de Kon Papeng sont protégés par les esprits du fleuve, ils risquent leur vie à chaque instant. Il faut du sang-froid pour affronter le danger. Les équilibristes du Mékong n'ont pas le droit à l'erreur. Il leur faut une parfaite maîtrise de l'équilibre, du mouvement et de la peur. En fait, ici à Kon Papeng, il y a très peu d'accidents. Là où il y a beaucoup de débit, où l'eau est très forte, on ne peut pas traverser, c'est impossible. On le sait, c'est comme ça depuis toujours. Mais malgré tout, si quelqu'un décide de traverser, s'il glisse, il ne peut pas s'en sortir. Comment prendre la mesure des multiples visages de ce fleuve imprévisible et mystérieux? À Kon Papeng, seule la mémoire des pêcheurs garde les secrets du Mékong, la mère de toutes les eaux de l'Asie. Je suis émerveillé par cette nature. Je veux rester proche d'elle. Elle est en moi. Ce que je désire, plus que tout, c'est de pouvoir continuer à vivre cette harmonie.